Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. La leyenda autoproclamada, el hombre con pantorrillas de acero, el hombre molete, el moletetor, campeón del mundo malaboca, y como diera ma ex para allá, destructor. C'est pas lui qui disait ça, c'était Sylvain Grenier. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Ah, celui-là, j'ai oublié de le traduire. Ah. Mais regarde, ça ne paraîtra pas. Amnesios, bacaleros and señorita. Wow! Hey, Marc, je suis impressionné. Bravo, Marc, comme dirait notre ami Éric Mailloux. Qu'on salue. Il est sûrement pas à l'écoute. Ben écoute, je sais pas, il est disparu, Éric Mailloux. Marc, comment ça se passe, les vacances? Hey, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite dans le segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Marc, j'allais sauter dans le segment sans avoir la présentation pour le faire. Comment ça se passe, tes vacances? Correct. OK? Ça mérite d'être clair? Ouais, écoute, la deuxième semaine est difficile. Elle est plus difficile parce que il y a des gens qui vont écouter ou regarder et vont dire Blondin, il se plaint, puis nous autres, on travaille, puis lui est en vacances. Là, ça, je suis d'accord. Mais la météo est tough. Tu sais, on a peut-être eu, il me reste 4 jours ici au moment où on enregistre, sur 14, donc 10 ou c'est le 11e jour. On a peut-être eu 3 jours de soleil. Le reste, c'est des nuages, de la pluie. Puis là, on regarde comme hier soir, quand je t'ai écrit demain annonce beau, Seigneur, il y a plus. Là, je suis parti de la plage parce que c'était nuageux. Ah, ouais, OK. Si le prof Lebrun était ici, il se ferait congédier. Il marque soleil, 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 puis il n'y en a pas. Il marque de la pluie, il fait soleil. C'est pas qui. Prof Lebrun, on s'entend que ça trahit ton âge. Tu aurais dit Colette, tu aurais été plus large, mais Prof Lebrun, les gens d'un certain âge qui l'ont connu. Oui, et une autre affaire qui trahit mon âge, mon cher Hanson, c'est l'équipe d'animation sur la plage qui passe pour recruter du monde pour les jeux et qui n'arrête pas à ma chaise. Ah non, ils se disent, le bonhomme pas capable de se lever. Peut-être la barbe blanche, Marc. Pourtant, l'entraînement, ça va bien. Là. Est-ce que tu t'entraînes encore le mode jazz? Ça va pas bien. Depuis lundi qu'on ne s'est pas entraîné. On n'a pas de force. On passe nos nuits à aller lire à la toilette. Puis on a beaucoup de misère. Les deux, là, empoisonnement alimentaire. Ouais. On en a pogné un solide dimanche au restaurant indien. C'était super bon. On est revenu tous les deux. Écoute, ça a été une nuit atroce. J'ai jamais vu Jazz souffrir de même. Ah ouais, à ce point-là, OK. C'était vraiment pénible. Puis on a repris un peu de poil de la bête et avant hier, il y avait un souper spécial. Puis on pense que notre système n'était pas 100% rétabli. Puis on a mangé tous les deux des langoustes et c'est retombé. Fait qu'on reconstruit. Là, pas de produits laitiers, pas de drink. Hier, on en a pris un.
c'est relax. On fait très attention. On faisait attention à ce qu'on mange, mais là, on est encore plus piqué. Le truc de mon père, Jean Clément, sais-tu ce que c'était? À chaque fois qu'il était dans le sud, commençait et finissait sa journée avec un shooter de tequila pour tout brûler ce qui est mauvais dans les estomacs. Tu y crois-tu? Écoute, peut-être parce qu'il voulait se mettre chaud, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'essayerais, j'étais toi, une petite shot de tequila en te levant, puis une shot de tequila avant de te coucher. Ouais, je peux bien essayer ça. Hey, on y va en rafale, Marc. Là, tu m'as envoyé une couple de trucs, tu voulais qu'on parle. Tu as déjà parlé, tu as déjà fait le prof Lebrun. Là, Marc, tu as la même passion que moi quand je vais dans le sud avec mon épouse, Alexandra, ma conjointe, parce qu'on n'est pas mariés, seulement fiancés depuis très longtemps, mais ça, c'est une autre histoire. En passant, tu sais que j'anime des mariages. Hein? Oui, je sais. Et tu seras engagé, Marc, c'est sûr. Tu seras engagé, mais écoute. Fais pas comme mon chum. Bon, j'ai oublié son nom. Ben, évidemment. Il t'a pas pris? Bon, la fête à ma chum Roxane Martin, mon chum Martin, il a engagé un DJ pour la fête à Roxane, puis il était super équipé, mais astique il était pas bon. Pourquoi il t'a pas engagé? Pas d'animation, pas rien, puis il doit charger à total. J'ai vu les paquets de 100 piastres là, qui ont passé d'une main à l'autre, mais c'est correct, correct. Bon, on va pas le saluer, il est sûrement pas à l'écoute. T'as pas Non, donné un contrat. Hey, qui mange de la on va se le dire. Mais là, Marc, j'allais dire, toi et Jazz, vous avez la même folie que moi et Alexandros en voyage, c'est de trouver des sosies. Oui, puis un soir, je t'ai envoyé ma liste. Oui. Écoute, il y a un des waiters qui ressemble à Mr. Beam. Il y a un gars qui est gros, 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 puis il a des petites jambes, je l'appelle Bob l'éponge. Jazz, ça l'appelle Humpty Dumpty. Écoute, je sais que tu écoutes, là. J'écoute certains. Ce matin, on a vu Tom Selleck. Ah oui, Tom Selleck. La moustache, toute la kit. Il manquait juste la Ferrari, là. Oui, oui. C'est drôle. Puis il y en a un peu, ma femme a dit là, t'exagères. Je trouvais qu'il ressemblait au bonhomme dans Ratatouille, le cartoon. Eh, bon, t'es rendu loin, là. Tu sais, sur la plage, on n'a pas le Wi-Fi. Puis on passe, même s'il ne fait pas beau, on est là quasiment 10 heures par jour. Tu sais. Je me lève très tôt le matin, je vais réserver un lit sur le bord de la plage pour avoir du vent. Très tôt, style 6 heures du matin, je suis là. Et fait que je fume un cigare, je lis, j'en ai 4 livres, il m'en reste un demi. Puis on regarde le monde, puis... hey, parlant de livres, Marc. Je prends des photos, je les envoie à Hanson, puis il me dit que je suis langue sale. Mais parlant de livres, est-ce que ton livre est encore disponible, Marc? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Oui, mais il y a des pubs qui passent sur le podcast si tu l'écoutais. Ben, je les plug pareil, Marc, tes livres. Hey, on continue en rafale, là. Qu'est-ce que j'ai au menu ici? Les vendeurs sur la plage. Écoute, moi, avant, j'achetais mes cigares sur la plage, tu sais. Ouais. Là, je suis rendu un peu plus connaisseur. Et quand on est venu ici, là, 3 ans après la pandémie, il y avait 0 vendeur. Je voulais acheter des cigares, il n'y en avait pas. Là, il y en a en tas des vendeurs. Ah oui, Tantôt, OK. j'ai dit à Jazz, il y a plus de vendeurs là qu'il y a de touristes à la plage. C'était fou. Ah ouais, Comme on est le premier lit en avant, il arrête devant nous autres. Puis ça, c'est comique, il faut que je te conte ça. Vas-y. Ma femme, elle a acheté un petit bracelet. Elle a vu des bracelets qui fit avec ses maillots, puis elle a 37 maillots, tu sais. Fait cher le bracelet. Et elle a acheté un bracelet de Pépito, un des vendeurs dominicains. Ben écoute, Pépito, on le salue, il est sûrement à l'écoute. Oui. Et à chaque fois qu'il y en a un qui passe avec le cabaret de bijoux, puis il y en a 5000, elle dit hey, c'est Pépito, ça. Je dis non, non, c'est pas Pépito. Le gars il dit non, Victor, Ramon, Ramirez. Pour elle, c'est tout Pépito. Tu es en train de me dire qu'ils se ressemblent tous? Non, mais pour elle, oui. Ah, c'est ça. Mais tu sais, on n'a pas le même degré de. Ma femme et moi, le même degré, j'arrête là. Oui, ça, plante la peau, elle est peut-être pas loin à écouter, mais elle est peut-être à l'écoute. On va la saluer quand même. Oui, je la salue, ma chérie d'amour. Hey, on continue, Marc. Camping Rawdon, tu m'as envoyé ça, c'est quoi ça? Ben oui, écoute, le lendemain de notre intoxication alimentaire, je suis dans, tu sais, c'est très grand ici, donc il y a des trains, des petits trains, ben des trains, des gros carts de golf avec des trailers, le monde s'assoit, puis comme il pleut beaucoup le soir, c'est très populaire. Alors, je suis assis,
je parle avec Jazz, puis Jazz a dit, ouais, ils ont tout refait, là, 3 ans, vraiment, les buildings, puis un gars en arrière, dans mon dos, qui dit, oui, tu as raison. Là, il dit, je m'excuse de rentrer dans votre conversation, mais oui, on est déjà venu ici. Puis là, il me regarde, il dit, quoi ton nom? Ben, je dis Marc, mais tu Marc qui? Je suis Marc Blondin. Il dit, tu as déjà travaillé pour moi? J'étais dans le monde des piscines. Voyons donc. Je n'ai jamais travaillé dans le monde des piscines, moi, à part me baigner. Ouais. Il dit, non, tu es amené à animer un party à Saint-Eustache, puis là, je suis propriétaire d'un camping. Puis moi, j'ai fait OK. Ça veut dire que je peux aller animer là, je peux faire un Simmania là, ding, ding, ding. Là, ben oui. Je l'ai plus revu. J'ai fait des recherches. Tous les campings, ils m'ont dit le nom du camping devine quoi? Tu t'en rappelles pas? Je t'en rappelle pas. Incroyable! Et Marc, je termine. Tu aurais croisé Eric Young. Non, je ne l'ai pas croisé, mais tu sais, on a parlé des billets de hockey la semaine passée. On a eu 4 billets. Et on sait que ça va être toi, moi et Eric Young si on y va, là, parce qu'il va falloir rentrer les sous. Et j'ai écrit à Eric Young dimanche pour lui dire hey, ça marche. J'ai écrit en anglais, là. Ça marche. On a 4 billets, puis on a pensé d'inviter Tommy Dreamer. Tu sais. Et je n'ai pas eu de nouvelles. Hier, j'ai écrit, je fais un suivi. Il me dit je suis I'm in DR, Dominican Republic. Il dit oui, je suis à Sosua. Je me suis dit, OK, Sosua, c'était très populaire des années 90. Et là, ça reprend du poil de la bête. Puis c'est drôle parce que, on est les deux en République dominicaine. Ça aurait été drôle si ce soit à C'est ton resort. Incroyable. Et ça m'ouvre la porte, Marc, pour parler de Simmania le 26 janvier prochain. Microbrasserie l'entêté. Et Eric Young, il sera. Eric Young il va affronter le diamant brut Zach Patterson. Dès que je reviens, on est en train de faire travailler les images que je vais publier dès que je reviens. Au moment où vous écoutez le podcast, je suis revenu ou je suis dans l'avion. Je devrais rentrer à Hull, à Dorval, mardi en fin de journée, début de soirée. Et écoute, tout est pas mal réglé. Je sais que tu écoutes. Il me reste juste à régler le combat par équipe. Qui sera le partenaire de Prophète. Présentement, j'ai 3 choix. Je suis en train de regarder les budgets. Il me reste juste ça. La carte est complète. On va se croiser les doigts que personne ne se blesse. 100% VIP. On vise ça encore. Écoute, je sais que tu écoutes. J'ai plein d'idées en tête. Tu sais que tu vas me guérir de ce problème-là de dire toujours écoute. Ben, moi, je lance l'invitation aux gens du podcast. Ayez soit une bouteille de bière ou une bouteille de fort. Et à chaque fois que Marc dit « j'écoute », écoute, on prend une gorgée ou on prend un shooter. Vous allez trouver le podcast pas mal plus funky, d'après moi. Exactement. Fait que non, pour Simmania, j'ai bien hâte, comme toujours. L'excitation de le faire, c'est une chose, mais l'excitation de le produire, c'est une autre chose. D'ici, j'ai commandé des bannières pour mettre sur les barrières. Je suis en train de faire une autre bannière, mettre devant notre table de commentateurs. Comme je le disais, là, le cerveau roule et mon épouse. Mais Jazz, on la salue, sûrement à l'écoute. M'a dit, heureusement qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur la plage parce qu'il y avait un petit couple québécois à côté de nous et eux autres, ils payent tant par jour, là. Ils ne sont pas badrés de ça, l'argent. Fait que il était tout le temps sur son téléphone, faisait des appels, puis elle était en train de pogner les nerfs. Elle a dit là, ta business, es-tu capable d'arrêter? Je regardais Jazz. Fait que, puis Jazz, elle m'a dit tu serais pareil si tu avais accès au Wi-Fi. Je pense. Sûrement. J'ai des choses à régler parce que les boys, Cédric et Liam, ils n'ont pas mon expérience pour régler des problèmes ou prendre des décisions qui sont peut-être difficile pour eux. Alors, des fois, je suis obligé de participer et de régler des choses, mais je ne serais pas comme lui, là, mais on n'a pas ouvert les discussions qu'eux autres ne sont pas devenus nos amis. OK, mais c'est bon. Écoute, ça conclut le segment fort populaire, les nouvelles à Blondin. On va à la pause et au retour de la pause, on saute dans le vif du sujet. On parle cette semaine du lutteur extraordinaire, Sting! La grande histoire de ma petite vie, l'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie?
Hey, on est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. On parle de Sting, le lutteur, cette semaine. Marc, Mais avant avant, oui. Excuse de te couper, tu sais, quand je t'ai dit que j'avais vu le sosie de Sting, Oui. mais c'était le chanteur. Ah, OK, je pensais que Ressemblait beaucoup. Puis quand il je passait à pensais que côté de tout moi, était dans tout, puis on faisait Sting, puis tu avais vu Sting, mais c'était ben pas non, il Sting, le chantait lutteur. Roxanne, puis il n'y a Oui, pas oui, de lui. oui. Dans The Police. Alors, vas-y. J'étais parti, tu m'as coupé bien raide, là. Continue à fumer ton cigare, laisse-moi aller. Cette semaine, on parle du lutteur Sting. Et Marc, avant de commencer avec les entrevues que tu as réalisées, parle-moi de toi, Sting. Tu l'as connu où? L'as-tu rencontré? Donne-nous un peu de détails là-dessus, sur ton histoire à toi avec Sting. J'ai pas d'histoire du tout avec Sting. Il était, comme je t'en ai parlé souvent avant que ton micro tombe, dans le temps de la WCW, il était caché avec les autres vedettes qu'on n'avait pas accès ou qu'on sentait pas qu'on pouvait avoir accès. J'ai jamais fait d'entrevue avec, du moins que je me souvienne. Oui. J'ai décrit peut-être, je sais pas moi, 50 de ses combats à la WCW, à TNA. Oui, c'est Même à ça. TNA, il était là, je l'ai jamais Jamais croisé. mais peut-être vu au catering, là, des choses du genre, puis le saluer comme on salue des fois les vedettes qui sont à Ouais. TNA, mais jamais pris de photo avec. Ça OK. n'a jamais donné. Il était dans une phase peut-être plus fermée, puis on n'était pas. Tu sais, là, il nous présente TNA, on fait plus partie de la gang, mais Ouais. dans ce temps-là, avec Kelly, ou c'était plutôt Kelly, avec qui j'allais à TNA, là, on n'était pas. C'est sûr que quand tu étais avec Kelly, ça ne fait pas winner, là. Hey, t'es langue sale, la légende vivante, tu le plantes en autre, mais c'est sûr que, à la différence de ce que tu faisais avec Kelly, nous, on est live, on le fait ringside avec les gars. Fait que, tu sais, ils nous reconnaissent, vous faites partie du show, on n'est pas juste des voix qu'ils connaissent pas. Tu sais, c'est ça l'avantage qu'on a là, par rapport à ce Mais que tu as eu avant. j'ai possiblement décrit des combats de lui dans Surfer Sting Ouais, OK. des années 90. Mais moi, un personnage que j'ai bien aimé, c'est quand il faisait le Joker, là. Ouais, à Tu te souviens TNA, ouais. entre autres, une scène à TNA où il est rentré dans le bureau de Hogan, puis il a tout saccagé, puis il riait, puis tu sais, un Ouais, personnage ouais, très noir du ouais, Joker. ouais. J'avais adoré ce personnage-là. On dirait qu'on n'en parle pas beaucoup de ce personnage-là. T'as raison, mais pour mettre la table, The table is put-in. on a la chance d'avoir sur le podcast cette semaine Bertrand Hébert, le professeur, qui va nous parler, je présume, de l'entièreté de la carrière de Sting. Je pensais que tu disais, il va nous parler, je présume, de Sting. Je t'ai pas dit, Ben wow, non. bravo, Hanson. Oui, parce que Sting, on le sait, il a pris sa retraite récemment, malgré qu'il a été revu ailleurs. D'ailleurs, Burt va nous parler quand il l'a rencontré à Vegas récemment, au OK? Cauliflower Alley, je pense que ça Ouais, s'appelle. ouais. Alors, une super entrevue. Si vous ne connaissez pas tous les aspects de la carrière de Steve Borden, je vous suggère de l'écouter. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée, Bertrand Hébert. On est content de retrouver, comme à chaque fois, le professeur Bertrand Hébert, qui, cette semaine, vient de nous parler de lutteur qui a pris sa retraite récemment, nul autre que Steve Borden, The Stinger. The Stinger. Clairement, probablement la plus grosse vedette avec Goldberg, peut-être créée par la WCW. Qui va prendre son envol vraiment comme super méga vedette avec l'apogée de Nitro, mais aussi la transformation de son personnage de Surfer Sting, comme les gens aiment l'appeler, avec son style néon des années 90, et le Sting basé plus sur le personnage du Crow. Le Crow, là, qui justement, il y a eu un remake récemment, Exact. là, Exact. différent beaucoup là, de la version de Brandon Lee, mais les gens qui auront vu The Crow de Brandon Lee vont voir les similitudes dans le maquillage, le look,
Même aussi là, dans certains des angles qu'on va jouer à la WCW, entre autres la musique, la petite voix d'enfant qui parle en arrière-plan, puis tout ça est très, très basé sur The Crow, qui est l'histoire d'un personnage qui meurt, qui est ressuscité par un esprit de vengeance et qui est là pour réparer les torts. Si on parle de ça, Bert, il y a pas. J'ai été surpris. Est-ce qu'ils ont acheté des droits à la WCW? Ils ont acheté aucun droit, à ma connaissance. Le personnage à ce moment-là était en lien avec New Line Cinema, qui développait là, des suites avec d'autres acteurs dans le même rôle. Directement en VHS à cette époque-là, et c'était propriété New Line de Turner Broadcasting. Donc, je crois avoir vu là, qu'il y avait une entente, qu'il n'y avait pas de problème. Mais ensuite, le personnage s'est tellement éloigné du Crow pour devenir vraiment Sting avec ce look-là, que je ne crois pas que ça a été plus loin que ça. Mais à l'époque, là, quand on a fait venir le vautour, puis la petite musique, puis la voix, puis etc., il y avait une connexion. Là. Et sa carrière a commencé quel âge avait-il? Comment ça a commencé? On aime ça quand Gordon est né en ça. 59. On va répéter un peu ce qu'on a parlé avec l'Ultimate Warrior. Donc, les deux sont recrutés pour un Power Team USA. Power Team USA, lui et l'Ultimate Warrior vont partir en équipe ensemble. Lui va s'appeler Flash Sting. Ça aurait été un problème à plus long terme, avant très longtemps, avec DC Comics, d'avoir le nom Flash. Exact. Donc, ils vont aller à Memphis, ils vont avoir... succès, ce serait un grand terme. Ils vont se faire remarquer à cause de leur apparence. C'est des gars qui ont l'air des monstres, avec le make-up. C'est une espèce de clonage des Road Warriors, du concept des Road Warriors et de Demolition. Et ils vont ensuite aller à la UWF avec Bill Watts. C'est là que Sting va se transformer en Sting. C'est un bon flash. Exact. Et que le Ultimate Warrior, lui, va quitter pour World Class. Puis c'est là que leur carrière va se séparer pour se réunir une très courte période de temps après ça à la WCW. Ce qui est toujours le parallèle incroyable, que ces deux gars-là qui ont commencé en même temps, qui ont fait équipe ensemble sur des indépendants puis sur les plus petites promotions, vont partir dans des chemins complètement séparés pour se retrouver chacun de leur côté comme le fer de lance de la promotion, des promotions rivales, un à la WWF, un à la WCW. C'est quand même exceptionnel. Il faut, parce qu'on comprend comment c'est difficile de réussir dans ce milieu-là. Donc, les chances que les deux gars qui ont commencé en même temps deviennent le numéro un de chaque bord étaient relativement minces. Ça donne quand même une idée que ces gars-là étaient des gars charismatiques, des gars qui avaient une présence. Comme l'aiment dire plusieurs, des fois en vieillissant, je me sens comme un vieux de la vieille qui me disait « il y a de l'air d'un lutteur ». C'est vrai. C'est la vieille réplique qui est toujours vraie, qui est toujours plus vraie. C'est facile d'attirer les gens dans la bulle lutte. C'est des gens qui sont fans de lutte. On veut tout voir, on est intéressé partout. On se préoccupe pas nécessairement d'un combat avec les grosseurs, les grandeurs. On veut avoir des bons matchs, on veut être diverti. On voit plus loin dans le booking. On peut même être ouvert à des combats mixtes entre hommes et femmes. Quand on tombe en dehors de cette bulle-là, ben, les gens ont souvent, pour attirer monsieur, madame, tout le monde, le fameux monsieur, madame, tout le monde, ça nous prend des gars qui ont cette espèce de charisme-là au-delà de la lutte, qui ont de l'air sérieux, qui ont de l'air fort, qui ont de l'air gros, qui ont de l'air dangereux, qui ont de l'air de savoir ce qu'ils font, qui ont de l'air d'être dans une vraie compétition sportive. Résumons ça comme ça. Très bien résumé, monsieur le professeur. Et c'est souvent là, c'est quand on traverse cette bulle-là et qu'on va chercher les amateurs, c'est ce qui arrive à Sting avec le Crow, puis à la WCW à ce moment-là, on sort de notre bulle lutte. Et ce qui fait de Sting un des personnages certainement les plus reconnus à travers le monde, et toujours aussi populaire. Bon, je l'ai rencontré à Las Vegas cette année au Cauliflower Club. Il était très, très affable, très gentil, très réservé en même temps, très humble.
Je pense que c'est quelqu'un qui est juste très, très content d'avoir pu profiter du monde de la lutte comme ça, peut-être de tout ce que ça lui a donné en termes d'aujourd'hui, où il en est. Il en est très fier et très heureux. Donc, c'est une des attractions encore aujourd'hui pour les conventions puis ces choses-là. Je veux C'est dire, sûr. facilement, je dirais que une journée, c'était Sting, l'autre lendemain, c'était Kurt Angle. Il y avait certainement 2 fois plus de gens en ligne pour Sting que pour Kurt Angle à l'intérieur des gens qui étaient là pour assister au Cauliflower Alley Club. Puis c'est correct, c'est vraiment, on voit là-dessus. Il y a divers paliers. Moi, j'aime dire que Sting est dans un des paliers, dans le palier du haut. Kurt, on descend d'un palier. Et ça paraît souvent en termes visuels et en chiffres dans ces situations-là. Toi, de ton côté, quel des 2 personnages t'as le plus apprécié? C'est bizarre pour moi, j'ai toujours eu un faible pour Surfer Sting parce que c'est l'époque où j'étais encore un jeune fan. Dans les années 90, j'étais pas encore impliqué dans la lutte. J'aimais le look, j'aimais les couleurs, j'aimais le vivant. Il ressortait beaucoup à la WCW. C'était difficile de ne pas en faire un favori. J'ai toujours eu un faible pour ça. Comme je connaissais beaucoup le film de Crow, j'étais moins un fan au départ de ce personnage-là, puisque pour moi, ben, c'était comme une copie d'un personnage de film. Ça venait pas me chercher autant. Quand il y a eu la version Joker de ce personnage-là aussi avec TNA, c'est pas venu me chercher beaucoup parce que pour moi, c'était encore une copie d'un personnage de film, alors qu'il copiait un peu Heath Ledger. Mais je comprends le mass appeal de cette version-là. Ouais. À monsieur et à madame tout le monde. Clairement, lui est devenu beaucoup plus à l'aise dans cette version-là avec les années que peut-être il ne l'a jamais été dans l'autre. Donc, par conséquent, c'est vraiment une question de goût. Puis la majorité des gens, comme cette version-là est arrivée où il y a eu plus de yeux sur le produit en même temps, pour beaucoup de gens, c'est leur version de Sting. C'est la seule version qu'ils ont connue. Étrangement, Sting est un des rares mégastars de la lutte qui n'a jamais lutté à Montréal ou même fait une apparition dans le marché du Québec. Ça l'a jamais adonné avec la WCW. Le peu de temps qu'il était à la WWF, c'est pas arrivé non plus. Même avec TNA, lorsqu'il y avait des tournées, Sting étant plus coûteux, était souvent pas sur les tournées de house show, mais bien un personnage pratiquement uniquement pour la télévision. Quand All Elite sont venus au Québec, on s'attendait tous, nous autres, les historiens et les observateurs de la scène québécoise, à se dire il y en a au Sting, Sting fait des médias, c'est la première fois que Sting vient au Québec, les médias vont en parler, c'est avec ça qu'ils vont vendre leur show puis leurs produits, puisqu'on n'a plus de télé en français. Ça semblait un coup facile, comme on dit. Et c'est pas arrivé. Surtout la première apparition, là, pour moi, je voyais ça tellement gros dans ma tête. Il tournait Collision le mardi, puis il filmait Dynamite en direct le mercredi. J'aurais annoncé première apparition de Sting pour faire une entrevue ou quelque chose comme ça le mardi pour Collision. Premier et seul combat de Sting au Québec le mercredi. Puis je me disais, je veux dire, s'ils vont pas 10 000 avec ça, je sais pas comment ils font leur publicité. Personne n'y a pensé. Personne n'a pensé à ça. Personne n'a voulu jouer cette carte-là. Est-ce que Sting avait un nombre de dates limité avec All Elite Wrestling? C'est possible. Est-ce que Mais pour revenir rapidement sur tous les présences de All Elite Wrestling au Québec, on a eu l'impression avec le line-up final qu'on avait un peu lancé la serviette puis qu'on avait laissé les plus grosses pointures à la maison. Mais quand tu as ces plus grosses pointures à la maison, ça te donne une excuse pourquoi tu n'as pas grand monde, mais en même temps, tu n'as aucune chance d'avoir une grande foule sans ça. Sting, donc avec la UWF, a été acheté par Jim Crockett Promotion, si on veut résumer son histoire. Donc, Sting faisait partie de la première famille, ou la First Family, avec Eddie Gilbert, Missy Hyatt, Rick Steiner, qui va être un de ses bons amis dans le monde de la lutte. Et ils vont être leurs contrats transférés lors du rachat de Jim Crockett Promotion, fer de lance de la NWA.
pour absorber la UWF. Et Sting va certainement être le gars qui est absorbé dans cette union-là avec la UWF, qui va donner la plus grosse vedette avec son match à Clash of the Champions 1 avec Ric Flair, où il va devenir sur le même palier que les Ric Flair de ce monde pour devenir plusieurs fois champion du monde. En fait, il y a tellement de ceintures dans son historique que ça devient un peu redondant de toutes les nommer. C'est clairement le gars qui est le plus associé avec le WCW. On en a parlé avec le Hall of Fame. C'est le gars. Et ça lui a toujours nuit face à la WWF quand il est venu le temps de parler. Il avait toujours l'impression qu'il serait traité comme le gars de l'autre bord. Tu l'as vu toi-même à San Francisco lors de sa seule apparition à WrestleMania. On l'a traité comme le gars de l'autre bord, puis comme une dernière victoire pour la WWF, alors que la victoire est déjà là. Il possédait Sting pour la première fois. Ça aurait été le temps d'y donner un peu comme All Elite l'a traité, c'est-à-dire une coche en haut pour profiter ou tirer de l'énergie de Sting durant qu'il était encore temps. On a préféré y aller avec on veut que DX gagne contre la NWO. C'est correct, il y a eu son grand moment à WrestleMania, mais ça va demeurer du côté de Sting et de la WWF un mariage manqué sur toute la ligne. Il va être intronisé au Hall of Fame. Va prendre sa retraite là, suite à l'incident dans le ring avec Seth Rollins, où il va perdre, il va être temporairement paralysé, là, ce qu'on appelle un stinger, comme par hasard, où on reste un peu bloqué suite à un coup à la colonne vertébrale. À partir de là, il va prendre sa retraite jusqu'à son retour avec All Elite Wrestling. C'est clairement quelqu'un qui n'a pas été très politique dans ses agissements backstage. Quand Hulk Hogan raconte l'histoire du fameux Starrcade 97 où Sting devait le battre et qui dit qu'il a dit I'm not feeling it à Eric Bischoff. Sting avait des problèmes personnels, oui, mais aussi c'est pas quelqu'un qui était pour tirer la couverte sur son bord. Donc, laisse aller les choses. Laisser aller. Whatever happens type guy. Alors que dans la lutte, souvent, il faut faut jouer du coude des fois, il faut dire non des fois, il faut dire oui des fois. Faut tirer un peu la couverte sur notre bord. Quand tu arrives dans les hauts échelons, là, la différence entre une victoire et une défaite peut être importante. La façon dont le finish de Starrcade 97 a été complété ou exécuté a joué pour beaucoup. Si Sting aurait dit non, je veux pas ça, non, j'aime pas ça, non, je veux ça de même à la place, on pourrait pas faire. Mais en même temps, il y a des gars qui sont capables de dire non, mais pas capables d'apporter des alternatives. Ce qui est important également quand tu veux jouer du coude, c'est-à-dire oui, mais on pourrait faire ça à la place. Donc, c'est un peu. Puis là, comme ça, tu fais bouger les engrenages, tu vois que tu as un peu de jeu. C'est complexe, mais c'est pas quelqu'un qui a joué cette game-là jamais, autant à la WWE qu'avec la WCW. Même avec All Elite, si Tony Khan n'aurait pas pris soin de Sting, je suis pas certain que Sting n'aurait pas d'emblée mis over plus de monde que ça. Il va même se retirer avec les ceintures par équipe. Pour Tony Khan, c'était important de faire de Sting une figure de proue de l'histoire de All Elite Wrestling. À ce niveau-là, il a fait un bon travail. Je crois encore qu'on a laissé Sting faire plein de choses qui n'étaient pas nécessaires, qui n'ont pas nécessairement eu un impact. Il s'est blessé dans un match où il a eu besoin d'aller chez le dentiste, là, tellement qu'il s'est démanché la bouche parce qu'il est arrivé short dans un saut spectaculaire. C'est le genre de truc qui était peut-être pas nécessaire, qu'on aurait pu réussir sans accident. Il y a eu des histoires de plaques de vitre dans le dernier combat, puis des choses comme ça que je trouve pas qui étaient nécessaires. Surtout à l'âge qui était rendu. C'est ça. Pour lui, c'était une façon de dire I can still go. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. Est-ce que je crois que c'est ce que les gens vont se souvenir au final? Non. Je pense que les gens vont se souvenir beaucoup plus de ses deux fils avec lui, un en NWO rouge Wolfpack, puis un en Surfer Sting, qu'ils vont se souvenir du fait que Sting s'est lancé au travers d'une plaque de vitre. Des fois, dans la lutte, il faut penser qu'est-ce qui est le plus mémorable, qu'est-ce qui laisse le plus d'impact.
le coup du moment d'un moment dangereux est souvent éphémère. Donc, c'est pour chaque Mick Foley qui se pitch du haut de la cage, que tout le monde s'en souvient pour toujours, qui va jouer pour toujours. Il y en a 10, 12, 15, 20 qu'on ne verra plus jamais puis qu'on ne se souvient pas. Exact, tu as bien raison. Donc, c'est ça, c'est une carrière incroyable qui vient de se terminer. Il a fait une apparition à All In pour venir aider Darby Allin. Donc, on peut penser qu'on va le revoir dans cette espèce de rôle-là, peut-être de Sting, qui intervient à des moments clés pour aller chercher une grosse réaction de la foule, puis sauver Darby ou aider Darby dans des situations critiques. Darby Allin, qui est devenu son partenaire durant cette partie-là, puis qui a aidé beaucoup Darby Allin en étant le protégé. Puis le gars qui tirait Sting, dire vas-y, t'es capable. Donc, les deux personnages avaient quand même une similarité avec le maquillage, puis l'histoire de qu'il y en a un qui était, l'histoire du croc, c'était un peu le gars qui est mort, qui est ressuscité. Darby dit avoir survécu à tellement de choses, puis qu'il aurait pu mourir des centaines de fois, puis qu'il est un peu un trompe la mort. Donc, le mix était bon. Donc, ça a été une superbe carrière qui a marqué beaucoup de gens. Puis si on parle de WCW, on ne peut pas dissocier les deux entre Sting et la WCW, là, ça c'est certain. Ça demeure une carrière pour la WWF de What If. Qu'est-ce qui aurait pu être si on se serait entendu avec Sting avant? Il va faire une belle carrière quand même avec TNA. Dans le rôle où il est là, il va laisser beaucoup de bons souvenirs, puis de combats contre Kurt Angle, combats contre Jeff Hardy. Il y a eu toutes sortes de choses à la TNA durant l'époque où il était là. Mais, encore une fois, est-ce qu'il a aidé la TNA autant que c'était possible de le faire? Difficile à dire parce que justement, on n'a jamais eu l'impression qu'il était là de temps plein ou qu'il était là sur la route avec TNA pour les aider à construire. Il venait faire la télévision, puis c'était pas mal ça. Ça limitait parfois son efficacité, selon moi. Et par conséquent, c'était aussi un des plus hauts salariés de TNA. Le poste de télévision, le Spike, à l'époque, partageait le contrat de Sting avec la TNA pour garder Sting avec la TNA pour le prestige puis le nom que Sting pouvait apporter à la lutte. Il n'a pas fait beaucoup d'indépendants entre TNA et WWE. Il y avait une association qui s'appelait la World Wrestling Association, qui faisait des shows en Australie, entre autres. Il était ouvert à ce type d'apparition-là. Là, il va faire sûrement des conventions. Il n'en fait pas des tonnes. Quand il en fait, c'est toujours un des plus gros et un des plus populaires. Là, c'est sûr, on peut s'attendre à WrestleCon à Las Vegas, il va sûrement être là. C'est un des plus gros noms qu'on peut faire venir. Puis il y a deux versions là, de ces conventions-là. Il y a, comme on a eu nous à Las Vegas, c'est-à-dire Stephen Borden avec des lunettes de soleil, pas de make-up, rien. Puis des fois, il y a des apparitions full costume. Full perso. Donc, pour avoir négocié des tentatives de le faire venir même au Comic-Con de Montréal, il est très, très cher. Donc, c'est pas Undertaker level, pas abordable pantoute, mais c'est pas loin de ça. Parce que, bon, ils vont limiter le nombre de jours, le nombre d'heures, etc., etc. C'est plus cher s'il est en make-up que s'il l'est pas, puis bon, etc. Donc, ça devient, pour un marché comme Montréal, ça devient très, très, très difficile, voire presque impossible de penser. Donc, ça demeure encore une première apparition à Montréal, selon moi, bien publicisée, aura un impact assez important parce que c'est Sting. Par contre, c'est quelqu'un qui n'est pas donné pour ce type d'apparition-là. Donc, si vous avez l'opportunité, comme moi je l'ai eu à Las Vegas, de le rencontrer, je vous dirais sauter sur l'occasion parce que malheureusement, je ne suis pas sûr que on va voir ça bientôt, là, même une apparition de Sting à Montréal ou au Québec. Tu vois, ce qui est quand même bizarre, mes deux invités, toi, tu l'as rencontré et plus tard, je reçois Benoît Bornet, notre militaire québécois qui est en Alberta. Lui, il l'a rencontré 4 fois. Okay. Et moi, qui a travaillé pour la WCW et TNA, je ne me souviens pas de l'avoir été.
Je sais qu'il n'était pas disponible. Ça, je le demandais tout le temps, puis il était pas. On ne le rendait pas disponible pour le Québec, pour la francophonie, ce qui est souvent le cas, là. Ouais, et c'est malheureux. Quand je parle de ne pas être politique, c'est souvent ça. Quand tu es politique, ben, tu vas t'assurer d'être partout. Je pense que Diamond Dallas Page est un bon exemple, que tu te souviens que lui, il était très positif et toujours prêt à faire des entrevues et à se montrer la face. Il était très politique. Diamond Dallas Page, il voulait se faire voir, il voulait être sûr qu'il y avait le maximum d'opportunités. Quand tu atteins un certain niveau puis tu es un peu réservé, puis qu'il arrivera ce qui arrivera, tu n'insistes pas pour ces opportunités-là. Et malheureusement, ce qui arrive, on ne voudra pas brasser la cage de te demander de l'extra par-dessus ton travail. Donc, c'est ça. C'est la carrière de Sting. C'est une belle carrière, c'est exceptionnel. Il n'y aura pas énormément de personnages qui vont atteindre ce type de popularité-là, puis ce type de connaissances en dehors de notre bulle lutte. Ah, c'est certain. Puis, tu sais, il y avait de la saveur dans les deux personnages, il y avait de la couleur, il y avait, tu sais, c'est un nom que les gens vont retenir. Puis c'est juste plate, comme tu dis, qu'à Montréal, si on l'a, ça va être dans une convention. Et encore là, il y a un gros si. Il y a un gros si, effectivement. Mais, pas Sting. Sting n'a pas grossi. Là. Il y a un gros si. Oui, c'est ça. Il ne se déplace pas pour des prières, comme on dit par chez nous. Ah, à Beauharnois, ça. Ben, au Québec, en général. J'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu ça? On ne se déplace pas pour des prières. Wow, c'est bon. C'est bon. Bertrand Hébert, toujours un plaisir de vous recevoir sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Et au plaisir de se reparler. Et un gros, gros merci. Ben, merci à vous autres. Bonne journée. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Moi, live de Punta Cana, en République dominicaine, Handsome JF, et on est tous heureux. Il a retiré la photo de sa femme qui était dans la fenêtre. Hey, t'es bien dans le salle. Je vais lui dire, Alexandre. Qu'est-ce qu'elle a dit quand il a dit? J'ai oublié de dire. Ton amnésie est contagieuse, Marc. Elle ne doit même pas savoir qui ce que je suis. Ben là, je pense que oui. Là. Elle est tellement contente quand on revient du hockey des gars la fin de semaine pour que je m'en vais dans le sol faire le podcast. T'sais. Elle adore ça, Marc. C'est sûr, c'est sûr. Comme quand tu pars 4-5 jours. Ben oui, la même chose, la même chose. Mais c'est pas grave, c'est fait de même, puis c'est parfait. Hey, prochain invité, tu as parlé avec notre ami Benoît Bornet. Oui, Benoît qui est soldat dans l'armée canadienne qui devrait s'en aller dans un autre pays en déploiement bientôt. Là, il est en entraînement. C'est un fan fini de Sting. Ouais. Moi, ça fait 2 ans qu'il dit quand est-ce d'aller faire un podcast sur Sting. Écoute, je ne veux pas vendre comment est-ce qu'on appelle ça, des choses qu'il veut nous dire, mais il l'a rencontré à plus d'une reprise. Tu vois vraiment comment il aime Sting, comment c'est un personnage important pour lui. Fait que, il a été très généreux et parce que j'ai fait l'entrevue il y a peut-être 3 semaines. Allais-tu dire si ma mémoire est bonne? Si ma mémoire est bonne, il ne portait pas sa robe de chambre. Fait que, OK, intéressant. On va le savoir dans quelques secondes. Alors, sans plus tarder, l'entrevue réalisée avec notre militaire favori, Benoît Bornet. Pour vous dire comment des fois c'est différent, Benoît Bornet n'est pas en robe de chambre. Yes, sir. Et moi, je prends un verre de vin rouge. Ça veut dire qu'on ne fait pas l'entrevue tôt le matin. Eh oui. Ouais, c'est ça. Avec le trafic et tout ça, c'est des grosses journées. Fait que si tu veux bien, à ta santé, je vais prendre une gorgée. Pas de problème, Marc. Cheers. Ah, fait du bien. Mon cher Benoît, à ta demande générale à toi. Yes.
Voilà enfin un podcast sur Sting, The Stinger. The Icon. The Icon, et on en a parlé justement, tu étais là quand on a fait le sondage du Hall of Fame, le faux Hall of Fame de la WCW. Oh oui. Et là, justement, possiblement pendant le temps que les gens vont écouter ou regarder cet épisode, logiquement, je devrais être dans le sud, moi. Ça va être diffusé dans quelques semaines et je serai à Punta Cana. Ah ben, enjoy. Oh, Seigneur, que j'ai hâte, je ne peux pas savoir. Mais moi, ce que je veux savoir, pourquoi que Benoît Bornet aime autant Sting que Hulk Hogan? Ben écoute, je te dirais que Sting, moi, je l'ai découvert pour la première fois à la NWA à Télévision 4 saisons. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, il y a bien longtemps. Ça passait en loop. Bertrand nous en a parlé. Ça passait en loop là, pendant des années. Oui, effectivement. Par la suite, j'ai beaucoup regardé Sting, la WCW à RDS avec Marc Blondin et Richard le Magnifique. Puis j'ai toujours aimé le personnage, j'ai toujours aimé le lutteur. Comment dire? Pour moi, mon lutteur à WCW, c'était Sting et à la WF, c'était Bret Hart. Quand la WCW a arrêté de jouer à RDS, c'est sûr que je suivais moins ça, mais avec les différentes revues que je lisais à l'époque, ben c'est là que je voyais que j'avais des nouvelles de Sting, jusqu'à ce que ça joue. Que ça joue. Oui. J'ai un diplôme en orélette. Hein. Oui, mais on va le dire, toi, tu es en Alberta, là, fait que c'est sûr que tu ne parles pas français souvent. Il y a ça. Ben, juste à temps que la WCW joue à CFCF 12, là, je voyais Sting, et puis j'ai été témoin, comme tout le monde, du changement de caractère quand il est passé de Surfer Sting à The Crow. Et puis, je te dirais, j'ai toujours aimé, avant, c'était les couleurs, c'était la flamboyance. Par la suite, c'était le côté plus mystérieux, un peu plus silencieux, quand il était dans les estrades. Et puis, il envoyait le message, vous m'avez trahi, puis ben, regarde, ça, je suis un free agent. C'est toutes ces choses-là qui ont fait en sorte que j'ai adoré le personnage. Et j'aime encore aujourd'hui le personnage de Sting. Lequel des deux que tu as préféré? Le Surfer Sting ou The Crow? Hey boy, boy, comme dirait Marc Blondin. Je peux pas vraiment. Je sais pas, je te dirais, c'est peut-être plus le Surfer Sting. Excuse-moi, pas le Surfer Sting, non, le Crow. Parce que dans le temps du Surfer Sting, je le suivais, mais pas comme autant que The Crow, que je le suivais vraiment toutes les semaines avec toutes les émissions qu'il y avait. C'est probablement plus ce personnage-là qui était mystérieux, puis tout. Moi, je te dirais que c'est là que j'ai le plus aimé ça. C'est probablement ça. Tu sais, Benoît, quand quelqu'un a un personnage, d'en faire un qui est presque à l'opposé de ce que tu fais depuis des années, parce que les deux personnages de Steve Borden sont complètement à l'opposé un de l'autre. Tu l'as dit, un qui est plus dark, plus noir, l'autre qui était flamboyant, couleur fluo. Ça prend du talent pour faire ça. Effectivement. Puis je pense qu'à ce moment-là, Steve Borden, c'est sûr que là, il est à la retraite aujourd'hui, mais il avait le talent pour faire les deux personnages. Comme je te dis, l'opposé, le yin et le yang. Et puis ça, tu as tout à fait raison avec ça à propos de Sting. C'est totalement vrai. Comment tu aurais vu que Sting soit le troisième membre de la NWO? Ben, je me demande sérieusement si ça aurait eu le même impact. Parce qu'on va se le dire, là, même si j'aime pas le Hogan, le fait qu'il a tourné heel, ça a changé à tout jamais sa carrière, puis ça a changé le monde de la lutte. Sting qui joue à Scott Hall, Kevin Nash, je ne sais pas. Ça n'aurait pas eu le même impact que ça n'a eu pour Hulk Hogan. Moi, c'est ce que je pense. Et puis, si on considère que Sting, c'est comme lui qui a, pendant 16 mois, qui a suivi la NWO, qui a suivi Hogan,
Là, ça aurait été qui aurait fait ça si ça avait été Sting à la place d'Hogan? Ouais. Je peux pas. Ça, c'est un what if, là, mais dans mon livre à moi, je le sais vraiment, vraiment pas. Fait que c'est pour toi et comme beaucoup d'autres, c'est un don du ciel que Scott Hall a eu cette idée-là du Crow Sting. Oui, effectivement. Pour l'anecdote, à Bounce for Glory 2009, il y avait j'avais acheté le VIP pour rencontrer Sting. Et puis, il y avait à la convention de la TNA, il y avait différents costumes que Sting avait portés dans sa carrière. Et c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois que c'est Scott Hall qui a eu l'idée, là. Hey, yo, Stinger! Il dit, tu devrais mettre un grand manteau noir, puis whatever, comme le code beau, puis tout. Scott a eu vraiment une idée de génie pour ça, puis je lui en remercie. C'est vraiment impressionnant comment tu es bon imitateur. Ton imitation de Scott Hall, là, c'est wow! Ouais. Comment t'aimais ça quand il y a des gens qui arrivaient personnifiés en Sting dans le ring? Ça, c'est c'était l'automne 97, avant Starrcade, là. C'était bon, mais j'imagine si ça avait été, mettons, la WWE qui aurait eu cette idée-là, ça aurait été encore meilleur. Parce que le fait qu'il y a des Stings qui sortent de partout, puis là, tout le monde se demande c'est quoi qui se passe, nanana, puis à un moment donné, whoop, on pense que c'est un faux Sting ou c'est une poupée, mais en réalité, c'est le vrai Sting. Moi, j'adorais ça, puis je me dis, si ça avait été à la sauce WWE, la WF à l'époque, ça aurait peut-être été meilleur. Comment tu as vécu ces derniers matchs et son dernier match? Ben écoute, on ne se le cachera pas que malheureusement, Sting, dans ses derniers combats, il en a arraché beaucoup, beaucoup. Je respecte la légende, mais je vais appeler un chien, je vais appeler un chat. Il y avait dans soixantaine, et puis c'est sûr que Sting à 60 ans, c'est plus le Sting quand il avait 30 ans. Fait que c'est sûr, je trouvais qu'il y avait un peu de misère. Mais le petit boost qu'il y a eu au show en Angleterre, je pense que c'est All Out, devant 80 000 personnes, ça, déguisé en Crow, pas en Crow, mais en Joker Sting, avec la tune Seek and Destroy, ça a donné un petit boost. Par contre, c'était comme, bon, j'ai eu mon moment de gloire là, fait qu'au mois de mars, j'accroche mes bottes, comme on dit, puis c'est quand il s'est battu contre les Young Bucks, puis il s'est battu à lui tout seul, là, c'était beaucoup d'émotions, là, puis je t'en parle aujourd'hui, j'ai encore le moton, là, c'était vraiment, vraiment spécial. Moi, j'ai bien aimé que ces deux gars soient déguisés. Oui, t'avais un en Wolfpack, puis l'autre en blond. Puis Ouais. ces gars, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il ne peut pas dire que ce n'est pas ces gars-là, parce que c'est vraiment c'était des mini-stings, comme on dit. Tu sais que j'ai jamais eu l'opportunité de le croiser, de lui serrer la main, de faire une entrevue, en tout cas de mémoire, parce que je suis amnésique, mesdames, messieurs. Mais j'aurais aimé ça. Contrairement à Ric Flair, que je savais qu'il me niaisait. Mm-hmm. Il me disait oui, 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 je m'en viens. Oui, je m'en viens. Il m'a dit ça pendant 3 ans. Mais tu le sens quand tu te fais niaiser, mais j'ai l'impression que Steve Borden, c'était un bon gars, un bon yard. Non, c'est un gentleman. Il est très, très gentil. La première fois que je l'ai rencontré, moi, c'était en avril 2007. C'était le samedi avant le pay-per-view lockdown. Puis je me rappelle juste qu'il avait été à la réception de l'hôtel, puis tout le monde attendait pour un autographe, une photo. Puis moi, ben, j'ai fait non, c'est pas le moment. Je me suis juste contenté de serrer la main et de dire hey, Sting, t'as toujours été fidèle à WCW, puis chapeau pour ça. Puis il dit thank you, thank you. Mais, il comprend le français? Oui. Ben, j'ai dit ça en anglais, là. Mais c'est ça. Puis il était très. Il était très, très gentil. Puis c'est un gentleman, là. Je ne sais pas comment il était 10 ans auparavant, là, quand il a mal viré parce qu'il y a eu des problèmes personnels, là. Mais quand je l'ai rencontré en 2007, il était vraiment très, très gentil, très, très ouvert. Et puis, c'est un gentleman. Tu l'as rencontré 2 fois? 4 fois. 4 fois? Oui, Voyons en avril. Où ça? À Bounce for Glory au FanFest.
Mais où? Attends, en 2007, c'était à Saint-Louis. OK. En 2009, c'était en Californie. En 2010, c'était à Daytona Beach. Et puis, je l'ai rencontré une autre fois aussi dans un big event à New York. Donc, Benoît Bornet, il est international! Pas à ce point-là, là, mais ouais. oui, c'est la chance d'avoir rencontré Sting, là, qui était. J'étais petit bonhomme, puis hey, Sting, c'était mon lutteur préféré de WCW, puis je le rencontre, c'est comme, mon Dieu, ça vient chercher, là, disons, là, ça vient chercher le moton, comme on dit, là. Ouais, m'a dire, je revois en même temps que je te parle, je vois des images avec son bâton de baseball, puis comment il était. Des fois, il parlait pas, mais c'était plus son silence dans ces moments-là est plus fort que n'importe quel promo parlé. Effectivement. Quand il s'est déclaré free agent, le lendemain de Fall Brawl 96, quand il s'est déclaré free agent à Nitro, c'était vraiment quelque chose là, qui, tu sais, quand il disait là, j'ai donné mon cœur, mon sang, ma sueur pour la WCW, puis tout, puis il était vraiment déçu. Puis là, c'est par après là, qu'il est comme, il pèle pas à personne, puis il est dans les estrades, puis tout, puis là, tout le monde, oh, Sting, on s'excuse, puis c'est vraiment, c'est vraiment un scénario qui a été vraiment bien joué par Sting. Puis en tout cas, au moins là-dessus, la WWE, ils ont réussi quelque chose. C'est bien celui-là. Bon. Benoît Bornet, qui est membre, on dit-tu membre de l'armée canadienne? Comment on dit ça? On peut dire qu'il est. Oui, on peut dire qu'il est. Il est un membre. Soldat? Un soldat. Il est militaire pour les Forces armées canadiennes. Voilà. Voilà. Membre, c'est comme ça fait. Je vais payer une carte de membre. Tu as bien raison. Je n'ai pas payé une carte de membre. Non, je le sais, puis c'est pour ça que je te posais la question, mais je n'avais pas le bon mot. Tu m'as écrit que tu t'attends peut-être à être déployé. Dans 2 mois. J'ai commencé mon PDT aujourd'hui. PDT, c'est Pre-Deployment Training. Aujourd'hui. Il y a un moron qui t'a posé la question sur Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, c'était pas ça. Ben là, Marc, quand tu ne connais pas l'armée, c'est tout à fait normal que. C'est quoi ça de baguer vert? C'est quoi ça un PDT? Quand tu ne connais pas l'armée, c'est tout à fait normal. Moi-même, je ne serais pas militaire, je poserai la question. Fait qu'il n'y a pas de moron là-dedans. C'est quoi un PDT que tu as commencé? Pre-Deployment Training. Ah, OK. Parce que si tu vas en déploiement, c'est pas hey, demain matin, on te pogne, on te met dans l'avion, puis go, va en déploiement. Tu as un entraînement à faire. Puis j'ai commencé le mien aujourd'hui. Et puis après ça, ben, j'ai des congés à prendre. Et puis autour du mois de décembre, techniquement, je devrais partir en déploiement. Là, fait que j'ai quand même très hâte. Là. As-tu une idée où tu vas aller? Oui, ça va être en Lettonie. OK, Lettonie. Je ne peux pas en dire plus, là, mais c'est un déploiement en Lettonie. C'est ce qui est au programme pour moi. Bon. Écoute, merci de faire ce que tu fais, de nous protéger. Sois prudent lorsque tu vas aller en Lettonie. Et merci de suivre le CIM et d'accepter nos invitations, mon cher Ben. Et j'ai passé par-dessus ma déception que tu as passé cet été 8 mois au Québec. Cet été, 8 mois au Québec. Le vin fait effet. Et qu'on n'a pas eu la chance de se croiser. Mais j'espère qu'un jour, on va avoir la chance, Ben. Ben, comme je te dis, l'été prochain, techniquement, c'est sûr que je reviens au Québec parce que j'ai de la famille, j'ai des amis à voir. Puis, tu es sur mon horaire, c'est sûr, certain qu'on va s'arranger quelque chose, Marc. On ira se fumer un gros cigare ensemble avec justement une bonne coupe de vin, si c'est possible. Ça serait le fun. Puis, tu vois, je viens d'avoir un texto de Louise, notre agente de voyage. Puis, elle me dit, hey, j'ai spécial sur les billets de la Lettonie. Boy, OK. Benoît, merci beaucoup. Fais attention à toi et continue à aimer le Stinger. Je parle pas du cognac, là. Non, tu parles du lutteur. Salut. Merci, Marc.
Tu as déjà ton chandail autographié, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs. Blondin, podcast, très chargé cette semaine, encore une fois, mais super intéressant. Et qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Est-ce que tu le sais? Survivor Series. Oh, c'est vrai, Survivor Series qui s'en vient à la WWE. Est-ce qu'on va passer à travers l'histoire de Survivor Series? C'est ça qu'on va faire? Avec Bertrand Hébert, on va passer à travers l'histoire de Survivor Series. Avec David Jouan, le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Je sais même pas ce que ça veut dire, rime. C'est ça, je sais juste que c'est autour d'un verre, là. Ou des rimes. Tu ne cherches pas des mags pour ta Mustang? Non, je les ai trouvés. Ah, parfait. Non, c'est pas vrai. Je ne les ai pas trouvés. Tu étais chez Pneu et Mag Côte-Saint-Louis? Oui, exact. Hey, qui a acheté 2 tables pour ce Mania 8 en passant. Ah oui, il a acheté des participations pour le chandail de Nick Suzuki? Ben, j'ai pas commencé. Ben, commence. Il faudrait d'abord que j'aille le chandail, que je vais récupérer en revenant, puis inquiète-toi pas, comme toi, je les achale. Hey, justement, on va parler de TNA, là, Genesis. Non, j'ai pas fini. David Jouan va faire son top 10 des meilleurs moments des Survivor Series. Et nous, on va sûrement parler de l'événement à venir. Ouais. Et moi, j'ai une affiche dans mon bureau que je pourrais vous montrer là, avec Ultimate Warrior et tout ça dans je pense, en 87 ou 88. Alors, ça fait déjà un bout de temps que ça existe. Ça devait être très intéressant, comme chacun des podcasts, soyez-y, mesdames, messieurs. Moi, c'est un de mes pay-per-views préférés avec Royal Rumble, le match du Royal Rumble et le show Survivor Series. Moi, je me rappelle à l'époque quand c'était toute la soirée des matchs Survivor Series. Moi, j'ai trippé là, quand j'ai commencé à écouter la lutte. Survivor Series 93, 94, je l'ai écouté. Je pense que j'ai écouté 20 fois ces shows-là, tellement j'aimais ça, là, les matchs 5 contre 5, des fois, c'est des gars qui fitaient ensemble, mais ça nous ramène à l'époque, là, écoute, j'étais plus jeune, là, on en parlera la semaine prochaine, là, je m'emballe, là, mais rapidement, tu avais les All-Americans contre les Foreign Fanatics, les Quebecers étaient là-dedans, notre ami PCO s'était fait tasser là, dans les histoires du match, en tout cas, je m'en rappelle comme c'était hier parce que j'adorais ça, ce genre de match-là, là, Survivor Series, cette formule-là, j'ai adoré ça. Alors, on va en parler la semaine prochaine. J'espère que tu te souviendras de ce que tu as dit pour ne pas faire comme d'habitude et répéter. Oui, j'ai essayé. Et là, on parle de TNA, Genesis, janvier, à Dallas, au Texas. Les langues sales, Philippe Leclerc et Steve Charette me disent que c'est pas à Dallas, parce que c'est à Garland. C'est à 45 minutes de Dallas, de l'hôtel. Oui, mais eux autres sont langue sale, ils disent que c'est pas à Dallas, que c'est en banlieue de Dallas. Tu sais comment ils sont, eux autres? Des gars qui restent effoirés sur leur sofa journée longue qui disent ça. Mais, tu sais, comment je pourrais te dire ça sans te dire le mot que je dis habituellement? Notre boss, Dan Rail, je lui ai demandé, parce qu'il faut travailler le budget, il semblait me dire que l'hôtel était quand même à 45 minutes. Fait que je ne sais pas si c'était, on va avoir un hôtel à 45 minutes de l'aéroport, près de la salle de spectacle, ou si on devra faire, j'ai l'impression, moi, qu'ils vont faire ça. Ils vont trouver un hôtel à côté de la salle de spectacle et on aura à voyager un 45 minutes. Ouais, mais je pense que c'est ça. Comme on sera là, nous autres, logiquement, 16, 17, 18 et 19, on revient le 20. On va passer 4 nuits, 5 jours là-bas. Alors, ça, c'est si tu as le OK ça devrait. De ton épouse, de ta blonde. On la salue. Oui, c'est ça. Là, on va vous bombarder. Dès que je reviens, je fais imprimer, selon vos commandes, les T-shirts de Santino Marella. J'en ai avec le petit logo, avec Tim Mania, le moyen et un gros logo, comme celui que je portais à Tim Mania 7. Et on va les vendre, les faire autographier sur place et vous les shipper. Je vous donnerai tous les détails. On aimerait ça en vendre une douzaine, entre 12 et 20. Ça serait le fun. Pas trop cher, mais un beau, bel item de collection. Comme on a fait avec Nick Nemeth avec les T-shirts. Pardon? Comme on a fait avec Nick Nemeth avec les T-shirts signés.
Et on aura bien sûr le chandail de Nick Suzuki à faire tirer. Oui. Et gracieux c'est de JMT Collection. Oui, nos amis Jonathan et Michel Terrien, pas l'ancien coach. Oui, dis-le, Marc. Et j'ai des commanditaires que je rencontre à mon retour, là, fait qu'on verra bien comment réaliser ce voyage-là. Mais même si c'est pas à Dallas comme tel, nous, on va passer au moins une grosse journée, peut-être 2 même à Dallas. Exactement, exactement. Alors, Marc, ça conclut le podcast de cette semaine. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En 10 ans, pour la 192e fois, Estén presentes damas y caballeros.